Un film d'horreur? Non, c'est le jardin de grand-pape. Évidemment, si nous mesurions 2 cm, ou que la larve mesure 2 mètres, alors là oui, on pourrait se faire du souci. Un prédateur peu connu mais fascinant, le fourmilion. Il suffit d'une terre sablonneuse, un peu à l'abri d'un mur par exemple, et le tour est joué. Ces petits dômes en creux trahissent sa présence. Mais vous ne verrez pas l'animal. La larve demeure invisible. Celle-ci a été sortie pour les besoins du film. Très rapidement, elle va chercher à s'enfouir à nouveau et disparaître dans le sol. Oui, toute sa vie de larve, elle va la passer au fond de son entonnoir. Découvrons comment l'animal réalise ce piège terriblement efficace. C'est de nuit que la larve se met au travail. Elle ne pratique que la marche arrière. Elle creuse une sorte de sillon, en général dans le sens inverse des aiguilles de la montre. En même temps, régulièrement, elle balance d'un coup de tête des pelletées de sable. Et voilà, en coupe et schématisé le résultat. Une larve à terme creuse un entonnoir de 6 cm de diamètre pour 3 cm de profondeur. Ça représente un volume de 29 cm3, c'est-à-dire une quarantaine de grammes. Sachant que le poids de la bestiole est inférieur à 0,2 g, elle aura évacué 215 fois son propre poids, et cela en moins d'1 heure. Dans le même laps de temps, et toute proportion gardée, un homme de 70 kg devrait brasser 15 tonnes de sable, soit l'équivalent de 10 mètres cubes, qui représente 700 brouettes et 8400 pelletées. Chapeau au fourmilion. Le fourmilion est un insecte. Il est donc composé d'une tête, d'un thorax et d'un abdomen. Avec cet animal retourné sur le dos, en vue ventrale, on voit mieux ses 3 paires de pattes. La première, toute fluette et un peu rikiki, est dirigée vers l'avant. Les pattes du milieu sont beaucoup plus longues. Elle les utilise un peu comme des rames, une sorte de stabilisateur latéral. Très utile quand on a un corps un peu globuleux et qu'on se déplace par à-coups. Les pattes postérieures enfin, c'est les plus robustes. Au repos, elles sont sur la face ventrale et elles peuvent facilement se déployer ou se rétracter. On parle de saut à l'envers, non seulement parce que l'animal recule, mais aussi parce que ça résulte d'une traction et non d'une poussée. La larve, toujours cachée au fond de son entonnoir, attend sa proie. À cause de la pente et de la friabilité des parois, l'insecte qui s'y aventure ne peut remonter et finit par glisser au fond du piège. Pour ne rien arranger, la larve du fourmilion peut bombarder sa proie pour précipiter sa chute. Ici, une des 2 fourmis est saisie du prédateur. Le sable est projeté par la tête plate et allongée de la larve du fourmilion. Tête plate toi-même. Le tir déclenche un mini glissement de terrain qui finit de déstabiliser la future victime. La tête est ici bien visible, ce qui est rarement le cas.
Les mandibules, véritables cisailles, peuvent même s'ouvrir à 180 degrés. Saisie par les puissantes mandibules de la larve, la fourmi ne va pas se débattre longtemps. Les mandibules tranchantes du fourmilion vont s'enfoncer dans sa proie. Il lui inocule un venin mortel, son suc digestif. Muscles et viscères seront ainsi dissous à l'intérieur de son squelette externe. La solution est ensuite aspirée au travers de la rigole mandibulaire. L'enveloppe vide de la fourmi est ensuite éjectée hors de l'entonnoir par quelques vigoureux coups de tête. La grande majorité des proies sont des fourmis, mais il peut arriver qu'un autre invertébré tombe dans le piège. Parfois, une fourmi arrive à s'extraire du piège de l'entonnoir. Mis au jour par un prédateur, un oiseau par exemple, le fourmilion aura tendance à faire le mort, comptant sur son excellent camouflage. Puis, rapidement, il essaiera à nouveau de s'enfuir. Après 1 à 2 années, le développement larvaire arrive à son terme. Un peu en dessous du fond de l'entonnoir, la larve élabore un petit cocon soyeux et sphérique à peu près d'1 centimètre de diamètre. Elle y incorpore des éléments du substrat qui l'environne. À l'intérieur, bien protégée dans la petite sphère, la larve se transforme tout d'abord en nymphe. Après un long processus d'une transformation radicale, la nymphe est sur le point de donner vie à l'individu adulte. Le nid douillet, le cocon soyeux, est abandonné. Alors à quoi ressemble le fourmilion adulte ? Au premier coup d'œil, on pourrait le confondre avec une libellule. Mais non, regardez ces antennes en massue bien développées. Et puis les ailes très grandes, très nervurées, un peu comme une résille, et l'extrémité qui est pointue. Au repos, les ailes recouvrent l'abdomen à la manière d'un toit, alors que chez les libellules, elles restent horizontales ou collées face à face. Enfin, les fourmilions sont crépusculaires, voire plus ou moins nocturnes, alors que les libellules sont diurnes. La ponte s'effectue à même le sable. L'éclosion des jeunes larves n'a lieu en principe qu'au printemps suivant. Ces larves de premier stade réalisent des entonnoirs de petite taille. Vous trouvez la nature cruelle? Non, c'est une question de survie. Chaque espèce a sa place. Les fourmis ont une chance de s'en sortir. Et les larves de fourmilions doivent parfois attendre des jours, voire des semaines avant de se nourrir. Et oui, le dîner doit venir jusqu'à lui. Chaque animal a sa place dans l'écosystème. Un peu comme le fauve et la gazelle, chacun se battant pour sa survie. La biodiversité, ça vous dit quelque chose ? Un équilibre est voulu et nécessaire dans la création. Chacun mérite sa chance. Vous avez un jardin, même minuscule? Vous avez envie de nouveaux locataires? Alors, vous aussi, vous pouvez accueillir des fourmilions. Et il vous suffit d'avoir un mur abrité, exposé au sud ou à l'ouest, un peu de sable. Et si le lieu n'est pas abrité de la pluie, vous pouvez construire un petit avant-toit. Et voilà le travail.
Évidemment, les résidents ont été dérangés pendant les travaux et ont quelque peu cherché leur marque. Mais tout est rentré dans l'ordre.